Bonjour et bienvenue sur Game & Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors cela fait quelque temps déjà qu'en jeu de rôle on parle souvent de Warhammer Fantasy Roleplay. C'est vrai que l'actualité de Chaos Project sur les traductions de cette 4e édition de célèbre jeu de rôle de Game Workshop est assez intense. Donc on s'est rendu compte aussi que on s'adresse essentiellement juste à ce moment-là à des personnes qui connaissent bien Warhammer, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui nous posent des questions sur la différence entre Warhammer Fantasy Roleplay et Donjons Dragons par exemple, ou un jeu de Medfan plus traditionnel. Et c'est là qu'on s'est aperçu finalement que Warhammer Fantasy Roleplay, le livre de base, on n'en parle pas du tout. Sûrement qu'on était occupé d'autre chose à ce moment-là, quand il est sorti, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Donc là, on va essayer de rattraper la chose en présentant Warhammer Fantasy Roleplay, le livre de base, pour voir ce que vous avez à l'intérieur du livre de base. On parle bien ici du livre de base qui est rectifié, c'est-à-dire on va passer maintenant les petits déboires qu'a connu Chaos Project à ses débuts. Ce livre de base là est en tout point exemplaire, il n'y a plus aucun problème de traduction, tout est réglé, donc c'est ce livre. Voilà, on le reconnaît facilement à son empreinte rouge en bas, le précédent était blanc. Voilà, donc là maintenant on va parler de Warhammer Fantasy Roleplay. Alors qu'est-ce que Warhammer? Warhammer à l'origine c'est un jeu de figurines qui est né dans les années 80 en Angleterre chez Game Workshop. Ils ont développé autour de ça une première édition d'un jeu de rôle qu'ils ont plus ou moins abandonné par la suite, qui a été repris par d'autres. Et à l'occasion du succès de Warhammer, ils ont récupéré la licence et ont ressorti de nouvelles éditions. Alors évidemment, quand on regarde un petit peu Warhammer Fantasy Roleplay, ceux qui connaissent le jeu de figurines, on retrouve même dans cette 4e édition quelques petits détails de règles qui font référence au jeu de figurines, notamment par les caractéristiques de combat au corps à corps, combat à distance, etc. C'est sur du D100. Alors Warhammer, l'univers, le vieux monde, qu'est-ce que c'est? Alors là, on n'est pas vraiment dans l'univers Medfan, à la Donjons et Dragons, à la Chronique oubliée, à l'œil noir, etc. On est plus dans une période qui est à cheval entre l'ère médiévale et la Renaissance. C'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus dark que Donjons et Dragons. Vous videz bon, la plupart du temps, la majorité de la population c'est des humains, mais il y a aussi des nains, des elfes, etc. comme dans tout ouvrage de Medfan classique. D'ailleurs, on retrouve certains détails assez amusants, c'est-à-dire que les elfes et les nains ne peuvent pas se piffrer, voilà, comme dans Le Seigneur des Anneaux, comme chez Tolkien. Mais la différence près, c'est qu'on est vers très sombre, très noir, où les personnes sont obligées de s'entraider, de s'unir pour combattre une adversité qui est beaucoup plus omniprésente et beaucoup plus introduite au sein de la société du vieux monde que dans les autres ouvrages. Alors on peut penser à Sauron par exemple, les troupes, mais là c'est beaucoup plus... il y a des sectes, c'est beaucoup introduit au niveau de la société, carrément au milieu. Donc le plus gros danger, ce n'est pas que les monstres, ce n'est pas que les dragons, ce n'est pas que les orques, ce n'est pas que ça, c'est aussi les mutants, car il y a des tas de dieux du chaos qui pervertissent les êtres vivants et qui les transforment en créatures immondes, en sectateurs, etc. Donc c'est un univers qui est un peu plus, à mon avis, urbanisé. C'est très approprié pour les scénarios qui se déroulent dans des grandes villes, etc., comme Altdorf, etc., les grandes capitales. Et c'est un petit peu moins, disons, épique que Donjons et Dragons, mais on peut quand même réaliser quelques exploits. Alors on va voir de quoi il en retourne dans ce livre, de qu'est-ce que vous pouvez découvrir à travers ce livre de base, quel personnage vous pouvez jouer. Vous allez découvrir, on va jeter un petit coup de rapide sur le système des carrières qui fait les particularités de Warhammer Fantasy Roleplay. Et nous allons aussi voir un petit peu les petits détails qui chatouillent un petit peu les joueurs de Medfan, comme la magie. Et ici, la magie, ce n'est pas une magie très accessible. Vous allez voir qu'au début, la magie, bon, c'est pire que Donjons et Dragons. Vous allez voir que maîtriser la magie, c'est un art difficile. Et nous allons voir aussi un peu le système de combat, comment ça fonctionne. Alors, à la base, c'est fondamentalement simple. Voilà, il faut se dire une chose, Warhammer Fantasy Roleplay, ce n'est pas compliqué. C'est juste que derrière, il y a des petites couches qui s'ajoutent, qui font que le jeu s'est enrichi au fur et à mesure des éditions, et que maintenant on a affaire à un vrai jeu à part entière, assez complet, qui permet de réaliser des parties
très simulationniste, voire beaucoup plus narrative. Enfin, c'est au choix du meneur de jeu et de ses joueurs. Alors, tout de suite pour ce feuilletage express, un peu plus long que prévu, que d'habitude, pardon, de Warhammer Fantasy Roleplay. A tout de suite. On se retrouve donc devant le livre de base, le livre de règles de Warhammer Fantasy Roleplay. Alors avec une magnifique couverture de Ralph Horsley qui illustre bien l'univers, enfin l'environnement que vont fréquenter les joueurs. C'est-à-dire vous avez un mutant à la lutte avec un nain, vous voyez qu'il y a un sorcier. Alors vous avez un petit récapitulatif des composantes des personnages que l'on peut jouer. Alors vous voyez que c'est dans un corps urbain, comme je vous disais. C'est vraiment adapté pour jouer des scénarios en ville, hein, Warhammer Fantasy Roleplay, mais pas que, attention, hein, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors on va commencer à feuilleter ça. Bon, comme toute la gamme, vous avez ici une carte. Alors dans ce livre de base, alors l'univers de Warhammer est assez large, la Bretonie, etc. Dans ce livre de base, on va essentiellement se concentrer sur le Vieil Empire et encore pire sur le Reikland, qui est la province la plus riche, la plus célèbre de l'Empire. Alors c'est là d'ailleurs l'endroit où se situe la capitale de l'Empire, voilà, le glorieux Reikland, vous voyez le blason. Alors c'est vrai beaucoup font de, c'est pas un jeu allemand, mais on est ça fait beaucoup penser à la structure de l'Empire, fait beaucoup penser à Saint-Empire germanique par exemple. Donc il y a beaucoup de choses qui font penser à une période médiévale germanique, voire qui déborde un petit peu sur la guerre de 30 ans, mais à peine, mais il y a des arquebuses, etc. Vous allez voir ça. Alors là, vous avez l'Empire, par exemple. Voilà, ici, vous avez les frontières avec les autres, le Kislev, par exemple, les tribus pays du Nord, etc. Voilà. Mais vous allez voir que ici, si vous voulez découvrir plus sur Warhammer, il va falloir investir dans des suppléments. Le sommaire, hein. L'introduction, bon, on va passer sur ce qu'est-ce qu'un jeu de rôle, etc. Alors là, vous avez des visions un petit peu à chaque fois, des imageries de Warhammer Fantasy, de l'univers, avec beaucoup d'illustrations, une petite nouvelle en fait. C'est comme si un prince héritier se faisait convoquer pour retourner à la cour, etc. Voilà. On vous explique un petit peu en quoi consiste l'Empire, le Reikland, etc. Les cours d'eau, alors bon, le Reikland c'est traversé par le Reik, hein, qui est le plus grand fleuve de l'Empire. Et donc tout cela a une grande importance, la navigation et le commerce naval a une grande importance, le commerce fluvial a une grande importance dans le Reikland. Ah oui, une présentation. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'illustrations avec des petits commentaires en haut. Alors à chaque fois, vous avez le script écrit, les commentaires à côté. Ça vous explique bien. Là, vous avez une longue lettre aussi qui détaille un petit peu le découpage politique à travers ces intrigues du Reikland et de l'Empire, et qui permettent de se plonger dans l'atmosphère du jeu, même si vous n'allez pas forcément devenir de suite un personnage au placé. Alors là, on démarre de suite avec la création de personnages. Le monde est détaillé un petit peu plus loin. Ici, vous avez les personnages. Alors, vous voyez que vous pouvez... Alors, il y a toujours la possibilité de se fier totalement aléatoire, ce qui vous permet de bénéficier de points d'expérience supplémentaires que vous pourrez ensuite distribuer pour augmenter vos compétences et vos talents, ou vous pouvez carrément choisir. Voilà, alors c'est à vous de voir. Alors au niveau des races jouables, vous avez les humains, les affliques, les nains, les hauts elfes et les elfes sylvains. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, les hauts elfes ce n'est pas les plus inaccessibles, au contraire c'est les elfes sylvains les plus inaccessibles. Les hauts elfes sont plus civilisés. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément une grande entente entre les hauts elfes et les elfes sylvains de par leur histoire respective. Alors les humains, alors évidemment là c'est le profil de l'humain du Reiklander. Vous voyez qu'on est carrément en période, on est en renaissance, hein, on est en plein dedans. Là vous avez un point de vue à chaque fois, comme c'est souvent dans les jeux de rôle, sur les autres races. Voilà, un petit descriptif. Les nains qui vont pas vous surprendre si vous connaissez bien la fantasy, on est à peu près dans
dans le même registre que Donjons et Dragons. Les halflings, ici, c'est un petit peu pareil. Alors vous voyez que c'est des stéréotypes évidemment qui découlent du jeu de figurines et qui à l'époque s'inspirait énormément du médiéval fantastique à Tolkien. Donc forcément, il n'y a pas grande originalité, hein. L'originalité, c'est plutôt le fluff, le lore, tout ce qui entoure ces personnages. Les hauts elfes, vous voyez ici, les elfes sylvains. Les classes et carrières. Alors là, c'est vraiment qu'on aborde. Alors, on oublie un petit peu Donjons et Dragons, on oublie tous les jeux si vous connaissez. Ici, on fonctionne par carrière et par classe. C'est-à-dire que vous allez choisir une classe. Alors, vous avez ici citadin, courtisan, guerrier, itinérant, lettré, riverain, roublard. Et ensuite, vous allez choisir une carrière. Alors, vous voyez le choix qu'il y a, c'est énorme. Alors, vous pouvez faire appel à l'aléatoire, hein. Donc, si vous le faites totalement appel à l'aléatoire, vous allez avoir un grand nombre de points d'expérience à répartir ensuite. Je crois que c'est 50 points. Voilà, c'est 50 points pour répartir en plus. Après, c'est ce qui est pas mal. Là, vous avez à chaque fois les classes et vous avez un descriptif, la différence de carrière entre chaque classe. Dans la classe du citadin, vous avez l'agitateur, l'artisan, le bourgeois, l'enquêteur, le marchand, le mendiant, le milicien et le ratier, par exemple. Voilà. Et ça pour toutes les classes, c'est-à-dire pour les 8 classes qui sont disponibles, ce qui est pas mal, hein. Si vous n'arrivez pas à trouver le bonheur à travers toutes ces classes et toutes ces carrières, franchement, c'est à désespérer. Donc après, ensuite, vous choisissez une carrière, mais il y a aussi les attributs. Alors les attributs, c'est ce qui va servir à faire vos tests, forcément. Voilà. Donc dans les attributs, vous avez, en fonction de votre race, vous allez lancer 2 dés. Par exemple, capacité de combat, c'est 2d10 plus 20. Là, vous allez noter ensuite sur votre personnage votre capacité. Alors, tous les jets se font sur du D100, hein. Voilà. Donc, vous avez la capacité de combat, la capacité de tir. Alors, c'est vraiment un particularisme de Warhammer. On n'est pas dans Donjons et Dragons ou même RunQuest ou tous ces jeux où on utilise les caractéristiques physiques, etc. pour déterminer la capacité de combat. Ici, c'est quelque chose à part entière. Voilà, la force, l'endurance, l'initiative, l'agilité, la dextérité, l'intelligence, la force mentale, la sociabilité et les bonus de caractéristiques qui vont vous ajouter évidemment des points. Je crois que le tableau, il est un peu plus loin, voilà, bon, on verra ça, qui vont vous ajouter des points dans différentes... la dizaine va vous ajouter des points dans différentes talents pour définir les sorts, etc. Ça s'utilise essentiellement pour ça. Les points de blessure. Le destin et la chance. Alors, le destin et la chance, c'est la résilience, tout ça, c'est des caractéristiques que vous allez pouvoir utiliser lors de vos parties. Voilà. Vous allez choisir aussi une motivation, hein. Vous pouvez la choisir au fur et à mesure de la partie, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de la choisir de suite. Le mouvement, ça dépend évidemment des caractéristiques, de votre race, pardon. Les compétences et talents. Alors, c'est différent. Les compétences, c'est des choses que vous connaissez, que vous avez fait. Les talents, c'est inné. Voilà. Mais par contre, vous allez pouvoir grimper en talent au fur et à mesure que ça progresse. Voilà. C'est décrit un petit peu plus loin, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Alors, vous avez déjà des compétences et talents qui sont liés aux races. Voilà, elles sont ici. Voilà. Vous les voyez ici. Voilà. Et vous allez pouvoir, ce qu'on appelle, donner des augmentations. Alors, une augmentation, c'est un point. Par exemple, vous allez repartir un point. Et ce point, vous l'allez ajouter à la caractéristique à laquelle elle est attachée. On va voir tout de suite. Ça a l'air peut-être un petit peu obscur comme ça, mais vous voyez que c'est pas compliqué. Donc, vous allez ajouter jusqu'à 3 augmentations à 3 compétences que vous choisissez parmi celles-ci. Voilà. Ensuite, vous avez des talents aléatoires, voilà, pour les elfes sylvains par exemple. Les compétences et talents de carrière, quand vous allez choisir des carrières, c'est un peu plus loin, vous allez rajouter en plus des compétences de race, les compétences de carrière, les possessions, bon ça, on peut passer, c'est ce que vous allez gagner comme argent. Vous avez un générateur de noms elfiques, vous avez, bon, vous pouvez un générateur de tout ça, vous pouvez vraiment personnaliser votre personnage jusqu'à plus soif. Couleur des yeux, couleur des cheveux, vous pouvez choisir évidemment, hein. Les ambitions de groupe, alors il vaut mieux créer, moi je suis
pour Warhammer, comme beaucoup de jeux de rôle, il vaut mieux que tous les joueurs créent leur personnage d'un commun accord. Moi, j'aime bien. Ce qui est bien, c'est que tous les joueurs sont ensemble et décident ce qu'ils veulent créer comme personnage, et après vous avez insufflé la vie. C'est votre objectif personnel avec 10 questions, hein. Vous pouvez les suivre ou pas, y répondre ou pas, mais c'est bien, ça vous aide vraiment à bien cerner le caractère de votre héros. La progression, comment ça fonctionne, le coût en caractéristiques par augmentation. Donc c'est des augmentations, vous allez augmenter à chaque fois vous allez augmenter des compétences, par exemple, ou des caractéristiques, et au bout d'un moment vous allez pouvoir passer de niveau, c'est-à-dire quand vous arrivez en fin de carrière au niveau 4, vous allez pouvoir choisir une nouvelle carrière, mais vous pouvez abandonner aussi une carrière pour en commencer une autre, c'est toujours possible. D'ailleurs ici c'est prévu, là, augmentation plus un talent, abandonner une carrière achevée, ça vous coûte 100 XP par exemple, et abandonner une carrière inachevée, c'est-à-dire avant d'arriver au niveau 4 de la carrière, vous décidez de changer, ça vous plaît plus, vous avez d'autres raisons, ça vous coûte 200. Voilà. La feuille de personnage se présente en 2 volets, comme ça. Voilà, c'est assez sobre. Il n'y a pas beaucoup de fioritures. Les classes et carrières, c'est là qu'on y arrive. Voilà. Donc, à chaque fois, vous avez le niveau de carrière qui va, comme je vous disais, qui va de 1 à 4, qui va de l'apprenti apothicaire, par exemple, à l'apothicaire de renom. Quand vous arrivez à 4, vous pourrez rester apothicaire de renom toute votre vie, continuer à augmenter, il n'y a aucun problème, mais vous pouvez aussi changer de carrière. Voilà. Donc, le changement de carrière, le changement de niveau de carrière est signalé par un petit système assez sympathique, vous voyez, d'ici, d'astérix, de croix. Donc quand vous avez, on va le voir plus loin, c'est les caractéristiques que vous pouvez augmenter au premier niveau de carrière. Après vous pouvez augmenter au niveau deuxième niveau de carrière, vous avez celle-là, ici et ici, voilà. Donc, coût des augmentations ici, voilà, compte PX, et coût pour les caractéristiques et les compétences. Voilà. Augmentation en carrière, vous pouvez toujours le faire évidemment. Personnaliser vos possessions, c'est des petites options, enfin, c'est des petits suppléments. Le statut, alors le statut est signalé par votre carrière, votre classe et votre carrière. Ça vous donne des avantages dans les rapports humains, etc. C'est ce qui gère à peu près votre vie sociale. Voilà. Voilà. Quand vous changez, vous pouvez changer de statut, par exemple, ici en changeant de carrière, par exemple. Voilà. Vous obtenez un talent qui modifie votre statut. Voilà. Donc, alors, on est dans le gameplay. Conserver son statut. Alors, vous voyez que le statut, c'est important, parce que comme beaucoup de scénarios se déroulent en ville, forcément, à un moment donné, vous allez avoir affaire à négocier, et voir... négocier, voire même faire une petite preuve de diplomatie avec des personnes qui vous sont supérieures, etc. Et là on commence, voilà. Alors là vous voyez que vous avez l'agitateur, voilà. Par exemple, c'est une carrière, l'agitateur. Vous avez le halfling peut le faire, l'humain peut le faire et le nain peut le faire. Ici vous avez le chemin de progression, et c'est là que vous voyez par exemple le combat, le corps à corps. Ici on ne peut pas l'augmenter quand on est du premier niveau de carrière, mais on peut augmenter le tir par exemple, vous voyez. Et là vous avez ce que vous apporte à chaque fois que vous grimpez de niveau, ce que vous apporte l'évolution de carrière. Par exemple ici, si au début vous avez ça c'est votre personnage, vous créez ça, vous allez le marquer de suite. Voilà. Bronze 1, c'est votre niveau statut, ce qu'on appelle bronze de niveau 1, c'est votre statut. Et ici, quand vous avez passé agitateur, vous ajoutez ses compétences ici, ses talents ici, et les possessions, vous passez une nécessaire d'écriture du manteau éclos pile à une veste en cuir par exemple. Vous voyez que c'est bien fait quand même, hein, il n'y a pas de problème pour progresser, on comprend très bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. L'artisan, le bourgeois, là vous avez tout, enquêteur, marchand, mendiant, milicien, à chaque fois vous avez une illustration, ratier, artiste. Moi j'aime beaucoup les illustrations, elles sont très sympas, elles sont très personnelles à Warhammer, on est vraiment dans l'esprit. L'espion, l'émissaire, intendant noble, serviteur, chevalier garde, gladiateur, prêtre guerrier, soldat spadassin, tueur, chasseur de primes, cocher, colporteur. On va arriver à un truc que je voulais vous montrer, flagellant, messager, patrouilleur, routeur et purgateur,
saltimbanque, apothicaire, vous voyez qu'il y en a un grand nombre, hein. Érudit, ingénieur, juriste et médecin, nonne et prêtre, le sorcier. Voilà, je voulais parler du sorcier, par exemple, si vous voulez faire de la magie, vous voyez qu'ici, de suite, dans les talents, vous avez magie mineure. Voilà, ça va vous permettre d'apprendre des sortes de magie mineure, c'est-à-dire les preuves de niveau d'incantation 0. Par contre, quand vous allez passer au-dessus, vous allez acquérir aussi la magie des arcanes. Et là, il va falloir que je choisisse un domaine. Voilà. À savoir que ici, par exemple, vous voyez que là, vous êtes bronze 3. Quand vous passez en dessous, au-dessus, vous êtes argent 3. Vous n'êtes pas bronze 2 ou bronze 2. Voilà. Voilà. Orc, n'importe quoi. Le batelier, le contrebandier, le débardeur, ça n'a rien à voir avec le textile, hein, c'est les personnes qui bossent sur les quais. Femme du fleuve, marin, vous avez vraiment l'embarras du choix, hein. Patrouilleur fluvial, charlatan, entremetteur hors la loi, pilleur de tombes, rançonneur, le sorcier dissident et le receleur, le voleur et le bailli. Alors n'oubliez pas que à chaque fois c'est relié à forcément une classe, hein. Chasseur, éclaireur, herboriste, mineur, mystique, le sorcier de village, voilà, et le villageois, tout simplement. Alors vous voyez que vous pouvez choisir des tas de trucs différents. Alors comme je vous disais, vous pouvez aussi automatiquement lancer des dés et bénéficier de XP en plus qui va vous permettre peut-être d'augmenter certaines compétences, parce que vous allez avoir des XP en plus, ou vous pouvez choisir les compétences et talents. Voilà. Alors les compétences, vous voyez que toutes les compétences sont associées à une unique caractéristique. C'est vraiment la clé du système de jeu. C'est-à-dire une compétence est liée à une caractéristique qui peut être la force, l'agilité, etc. Et à chaque fois que vous allez faire un jet de descente, vous allez lancer un descent, et le score que vous devez réaliser au maximum, c'est la caractéristique plus la compétence. Voilà. Là, vous avez la liste des compétences. Là, voilà, ici, elle est complète. Par exemple, l'art, c'est lié à la dextérité, l'athlétisme à l'agilité. Voilà. Chevaucher, ça peut être n'importe quoi, un dragon, un cheval, etc. À l'agilité. Les commandements. Alors, il y a des compétences de groupe, ce qu'on appelle les compétences de groupe, c'est-à-dire que vous êtes obligé de choisir chevaucher cheval, par exemple. Voilà. Vous ne pouvez pas prendre chevaucher tout court. Voilà. Ça s'appelle les compétences de groupe. Hein. Voilà. Les langues. Orientation, marchandage, options, représentation. Vous avez un grand nombre de... Alors vous avez ce qu'on appelle les compétences de base et les compétences avancées. Les compétences de base, cela veut dire que même si vous n'avez aucune connaissance de cette compétence-là, vous pouvez quand même tenter de faire un test. Si c'est une compétence avancée, si vous n'avez pas de compétence, de points de compétence dans cette compétence, voilà, parce que voilà, vous ne pouvez pas tenter le test. Voilà. La magie des arcanes, c'est par domaine. Voilà. On va y aborder un peu plus loin. Voilà. Et là, vous avez un tas de compétences qui vont vous permettre de... Les règles. Alors, un test, c'est un test simple. Par exemple, si vous voulez faire un test simple, c'est ce qu'on appelle pas... c'est ce qui est le truc basique, quoi. Donc, vous lancez le dé, voilà. Vous lancez le dé 100 et vous comparez le résultat obtenu à la compétence ou à la caractéristique qui correspond le plus à la faction que vous entreprenez. Par exemple, bon, il y a un petit exemple ici, mais il est un petit peu long à décrire, mais si vous avez une compétence d'athlétisme, vous allez lancer votre dé 100. Si vous faites inférieur à votre ou égal à votre score d'athlétisme, c'est réussi. Si vous faites au-dessus, c'est raté. Voilà. Maintenant, il y a bon, automatique, etc. Les tests spectaculaires. Là, par contre, il va falloir carrément calculer le degré de réussite, c'est-à-dire la différence entre votre jet et votre valeur de compétence. C'est-à-dire que si vous avez 50 et que vous faites 20,
La différence c'est 30, le degré de réussite c'est 50 moins 20, c'est-à-dire 30, c'est-à-dire 3. Voilà. C'est une petite mécanique à apprendre, mais ça vient assez vite. Et en fonction, vous regardez là, voilà, succès, parfaitement réussi. Voilà, degré de réussite parfaitement réussi. C'est très important dans la magie, c'est aussi très important parce qu'il détermine aussi le niveau d'incantation, et c'est très important aussi dans les combats parce que ça s'ajoute aux dégâts que vous faites quand vous frappez. Voilà. Le soutien, on peut vous aider, la mesure du temps, l'initiative, etc. Bon, il n'y a pas grand chose de... L'initiative, c'est par rapport à la barre d'agilité, c'est pas très surprenant, c'est assez classique. Voilà. La surprise, effectuez votre tour. Vous lancez quand vous combattez, vous lancez votre combat au corps à corps, il lance son combat au corps à corps, c'est celui qui fait le degré de réussite le plus élevé qui remporte le combat. Voilà. J'ai un petit peu résumé, mais en gros c'est ça. Ensuite, vous pouvez déterminer la localisation, ouais, parce que ici c'est un système qui fonctionne aussi avec la localisation, assez précis. Voilà. Donc là vous voyez qu'ici, lancer pour toucher, déterminer la localisation, déterminer les dégâts, appliquer les dégâts. Vous voyez que c'est résumé en une seule page. Voilà. Alors, c'est pas compliqué du tout. Et c'est après que par contre il y a des petits détails dans les règles qui font qu'il y a des petites choses en plus, etc. Dans les oups, les maladresses, hein, voilà, c'est les fumbles comme on dit, les difficultés de combat, évidemment vous avez des modificateurs sur votre jet, combiner les difficultés, cas spéciaux, cibles sans défense, voilà, vous voyez qu'il y a des tas de petites plus en plus qui s'ajoutent, le combat à 2 armes, le combat monté, mais à la base c'est vraiment simple. Tableau des mouvements. On peut jouer évidemment avec des figurines, mais on peut s'en passer très facilement avec ce jeu. Voilà. La chute, le brisé, tout ce qui peut vous arriver, les blessures. Voilà. C'est un jeu assez létal. Hein. Warhammer, c'est un jeu où les combats sont violents, assez incisifs. Et on ne peut pas se lancer dans les combats, il faut quand même un petit peu réfléchir. Voilà. Le destin et la résilience, comme on dépense de la chance, hein, ça peut toujours servir. Les traumatismes, alors les tableaux de coups critiques, hein, vous en avez un paquet, voilà, en fonction au torse, à la jambe, etc. Ce qui peut arriver. Voilà. Les fractures. Alors les fractures, autres dégâts, etc., guérison, vous voyez que c'est très axé sur le combat. La corruption, alors comme on disait dans la présentation, c'est un jeu où vous allez être souvent en contact avec le chaos, c'est-à-dire des démons, des créatures impies qui transforment, qui corrompent les personnages. Et donc on peut se retrouver corrompu jusqu'à embrasser les ombres, comme on dit. Voilà. Les limites, soyez très prudents, et on parle, la corruption physique, corruption mentale, les maladies et infections, voilà. Psychologie. Entre deux aventures, il se passe des choses entre les aventures, vos personnages peuvent progresser, il va leur arriver des choses. Alors ça peut être en groupe, en fonction de ce qui se passe, ou ça peut être individuel, ça s'appelle des activités, vous voyez, et ça vous oblige à vous investir dans les petites activités qu'il y a entre deux scénarios, et ça donne de la vie à votre personnage, et en même temps ça peut le faire progresser. Voilà, faites-moi une faveur. Alors les faveurs c'est quelque chose d'assez particulier, hein. Vous avez une faveur envers quelqu'un et petit à petit il va falloir la rembourser, quoi, évidemment. Opération bancaire, invention, opération bancaire, vous avez tout, hein, franchement, recherche de savoir. Les religions et croyances, alors là on passe dans une petite portion un petit peu encyclopédique avec les dieux, les principaux dieux du Reikland. Voilà, parce ce livre, comme je vous l'ai dit, se concentre essentiellement sur le Reikland. Les dieux du chaos, ils sont ici, ils sont à développer un peu plus loin. Les cultes avec les ordres. Voilà, alors et là vous avez un descriptif. Voilà, vous avez le culte Madame, dieu de la mer, et vous avez tout. Le siège de pouvoir, le chef du culte, etc. Le culte de la mort, dieu de la mort, qui est un culte très important. Myrmidia, stratégie, Ranal, dieu de la ruse, il y a Sigmar, dieu de l'Empire, c'est le principal dieu de l'Empire. C'est un ancien héros, qui a été déifié. Tal, dieu de la nature, Ulrich, dieu de la guerre.
la sagesse. Alors on parle aussi des dieux nains et des dieux elfes, les dieux halflings aussi. Alors, vous avez un petit récapitulatif ici. Les dieux du chaos, les voilà. Voilà, vous avez la colère, etc. La colère des dieux. Alors ça, c'est quand vous faites la colère des dieux, c'est quand vous faites appel aux dieux et que vous faites un fumble, en gros. Serviteur divin, les miracles. Là, c'est tous les trucs qui, par rapport à la magie runique, la magie prêtrise, etc. Hein, comme on peut dire la magie du clair, en gros aussi. Hein. Miracle de Tal. Comment fonctionne la magie? Alors la magie, c'est ce qui déstabilise un petit peu beaucoup de joueurs de Medfan, parce que la magie, c'est quelque chose... Alors vous n'avez pas de point de magie, vous pouvez lancer les sorts tant que vous voulez, mais c'est pas évident à réussir. C'est-à-dire qu'il faut que la magie est niveau 0, qui est assez faible, vous faites un jet, il va falloir... et le niveau d'incantation est de 0. C'est-à-dire qu'il suffit que vous réussissiez pour votre jet de compétence, qui est le jet de compétence, c'est le magic, c'est une langue, pour réussir votre sort. Par contre, plus le sort est élevé, plus le niveau d'incantation doit être élevé, et donc plus le degré de réussite doit être élevé en même temps. Donc là, ça devient compliqué quand même. Et en plus, il faut que vous dépensiez des points d'expérience pour acquérir des sorts. Voilà. C'est-à-dire que pour les mémoriser, vous pouvez toujours avoir un grimoire, vous pouvez faire appel à votre grimoire pour lancer des sorts, mais pour maîtriser un sort, pour l'acquérir et ne plus en avoir besoin, de le mémoriser, etc., il va falloir l'acquérir, et pour cela, il faut dépenser des points d'expérience. Et là, vous avez les 8 domaines. Alors, en général, un mage est spécialisé dans un domaine, principalement, c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est hein, et vous avez les domaines des cieux, le domaine du feu, la lumière, le métal, voilà. La magie elfique et la magie noire et les autres domaines, vous avez des petits détails aussi sur ça, et les règles magiques. La seconde vue, c'est une compétence qui permet de remplacer des caractéristiques des compétences normales, comme l'intuition par exemple, par la seconde vue. Et les sorts, le test d'incantation, ce que je vous disais, on en parlait ici, hein, voilà. Imparfaite, quand vous faites quand ça se passe mal, hein, vous avez aussi un système de maladresse, de focalisation, repousser les vents, voilà. Les domaines magiques, la liste des sorts. Ça démarre ici. Les sorts mineurs, c'est les plus simples. C'est que vous avez vu, quand on prend un sorcier niveau 0, enfin le premier niveau pardon, de carrière, vous avez, apprenti sorcier par exemple, vous avez accès à tous ces sorts. Vous voyez que le niveau d'incantation est de 0. Donc ça veut dire qu'il suffit simplement de réussir son jet de langue magique. Voilà. Les sorts d'arcane, là ils sont triés par arcane. Voilà. La magie des couleurs. Et là, vous avez le domaine de la bête, le domaine des cieux, le domaine du feu, le domaine de la lumière, le domaine du métal, le domaine de la mort, le domaine des ombres. Évidemment, certains magiciens pourront brasser plusieurs domaines, hein, mais c'est en général, on est magicien d'un domaine. Voilà. Le domaine de la sortie, le domaine de magie naturelle, de sorcellerie, la magie noire. Un petit... Alors, on a la page 259, on rentre dans des conseils aux meneurs de jeu, etc. Les trajets, comment se passe un voyage. Le guide de visite de Reikland. Et on arrive ici à la partie encyclopédique qui présente le Reikland. Alors là, vous avez une présentation encyclopédique avec les forêts. Alors, c'est très boisé, le Reikland. Hein. Ça, on dirait la forêt noire germanique. Voilà. Et là, vous avez un descriptif géographique, la chronologie de Reikland, ce qui est très intéressante. Il y a beaucoup de choses dans les scénarios qui font appel à l'histoire, donc c'est pas bête du tout d'avoir ce petit récapitulatif chronologique ici. La politique, le conseil de Reikland avec toute la composition du comtel, la diète aussi. Ah, vous voyez ça fait beaucoup penser au sein de l'Empire germanique, hein, avec sa diète. Les localités, Alsdorf, les principales villes, bastions et forteresses. Alors vous avez à chaque fois un petit descriptif des principales villes. On reste évidemment dans la généralité. Hein. Les monastères. Guide de l'équipement. Alors là, il y a de quoi faire. Faire son marché avec les prix, etc. L'encombrement est important hein, aussi. Hein. Bon, alors vous pouvez les meneurs de jeu qui font l'impasse, hein, mais bon, moi j'aime bien
éviter que mes joueurs se chargent de manière totalement irréaliste. Donc en général, je fais tenir compte les armures qui ont des points d'armure, vous voyez, qui enlèvent à chaque fois que vous tapez un endroit, évidemment ça vous enlève des points de dégâts sur l'endroit visé. Classique, vêtements accessoires, les drogues et poisons, mercenaires, le bestiaire. Alors les peuples du Reckland, vous voyez ici, humains, nains, halflings, elfes, enfin hauts elfes, et là les ogres. Et ici vous avez quelques PNJ, ce qui est sympathique. Les bêtes du Reckland. Alors le bestiaire est pas très gros, hein, mais bon, il y a vraiment de quoi faire hein, quand même. Hein. Le jour où rencontrer un dragon ou un griffon, c'est pas demain la veille, hein, quand vous débutez. Voilà, là vous avez des tas de bestioles. Alors certains joueurs de Warhammer, le jeu de figurines, ça va leur rappeler évidemment des choses. Hein. Les gobelins, les snotlings par exemple, les morts sans repos, on rentre dans les fantômes, les spectres, les morts vivants. Voilà. Et l'esclave des ténèbres, alors là on va dans le chaos. Un petit coup du chaos, vous voyez que c'est des hommes bêtes. Hein. Ça fait penser un petit peu évidemment au brou de RunQuest. Hein. Modifié par le chaos. Alors en fonction du dieu chaotique, les transformations ne sont pas toujours identiques. Et les Omra, oui, les Omra qui jouent une grande part dans ce jeu. Voilà. Là vous avez des détails sur comment caractériser votre monstre. Là on finit par la fiche de personnage. Voilà. Voilà en quoi consiste Warhammer Fantasy Roleplay, le livre de base. Alors vous voyez qu'ici vous avez une présentation, évidemment il n'y a pas de scénario, c'est ce qu'on reproche parfois à Warhammer, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme les systèmes de gamme Donjons Dragons, il ne faut pas se faire d'idées, hein. Game Workshop, ça a toujours été sa politique, c'est-à-dire qu'il vous faut un tas de suppléments pour arriver à jouer, mais ici, là vous avez déjà tout le nécessaire pour connaître les règles, vous avez tout le nécessaire pour tirer votre personnage. Évidemment, Chaos Project s'est lancé de suite dans la traduction de la plus grande campagne de l'ennemi intérieur, la plus grande campagne qui existe dans Warhammer Fantasy Roleplay, qui date d'ailleurs des premières éditions. Ça donne beaucoup d'aventures, etc. Parce qu'à chaque fois, ils sortent aussi un guide pour aménager ces aventures, mais aussi d'autres guides spécifiques sur les cités qu'on peut rencontrer, etc. Donc là, évidemment, il faut d'abord étudier ce livre. Vous trouvez beaucoup de scénarios gratuits, et d'ailleurs Chaos Project commence à en mettre sur son site, donc vous pouvez toujours aller voir. Il commence à mettre des scénarios gratuits qui vont vous permettre de découvrir un petit peu le jeu sans investir une fortune, à part ce livre de règles qu'il fait, qui est à 55 €, voilà. Voilà, mais il les vaut, hein, parce que c'est un bel ouvrage. Voilà. Et ensuite, si vous avez envie de découvrir, vous pouvez commencer à investir un petit peu plus. Moi, j'aime beaucoup Warhammer Fantasy Roleplay, comme certains des personnes avec qui j'ai l'habitude de jouer. C'est un jeu qui change complètement, parce que c'est un jeu qui est, à mon avis, plus adulte. On peut le gérer de manière plus adulte qu'une partie de Donjons Dragons, bien que Donjons Dragons, c'est ouvert à tout type de façon de jouer, mais moi j'aime bien Fantasy Roleplay parce que c'est ce qui met un petit peu d'art, comme j'aime beaucoup aussi l'univers de Warhammer 40 000, qui pour l'instant ne bénéficie pas, à part un ou deux produits d'un système de jeu, enfin d'un environnement. Moi j'ai pas trop aimé, même si la Bibliothèque Interdite avait fait un travail fantastique de traduction, etc. Je suis pas fan de tout ce qui était sorti, à part, j'aime beaucoup Rogue Trader, mais c'est un des rares, quoi. Et ici, franchement, vous avez vraiment de quoi redonner envie à vos joueurs qui sont peut-être un petit peu lassés d'un univers un peu heroic fantasy, de découvrir d'autres aspects du médiéval fantastique de manière ludique. Et
avec une assise quand même d'un jeu qui a quand même beaucoup de matériel derrière et qui aura beaucoup de matériel devant. Donc c'est pas un jeu qui est voué à disparaître rapidement. Voilà. Alors si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en l'air, à la partager à vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guerrier.tv. À bientôt. Merci.